Les extensions de navigateur, il en existe de toutes sortes. Eh bien, en voilà une de plus. Cette extension vous permet d'avoir un bouton de copier-coller de code sur les sites sur lesquels vous allez sans doute le plus souvent quand il s'agit d'aller chercher une réponse à une question de code. Donc là, on reconnaît tout de suite le logo de Stack Overflow, de MDN, de NPM, etc., de GitHub. Ils doivent être cités ici même, GitHub, NPM, Gist, Stack Overflow, Stack Exchange, NPM, Medium. Donc voilà, avec cette extension qui marche aussi bien sur Chrome que sur Firefox, eh bien vous aurez à disposition un bouton de copier-coller qui se mettra à côté de tout code finalement d'un de ces sites. Oups, je le retrouve, voilà, un de ces sites, et donc vous pourrez voir que vous allez avoir cette nouvelle icône qui apparaîtra. Si vous voulez apprendre à créer des extensions Chrome, je vous rappelle que j'avais créé une playlist là-dessus, mais bon, en attendant, celle-ci est toute faite, donc n'hésitez pas à l'installer si vous vous retrouvez souvent à devoir copier et coller du code. Après avoir pris soin de bien le comprendre, c'est important. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. J'aime beaucoup le drag and drop et tout ce qui est sortable, vous savez si vous êtes habitué à cette série de vidéos. Et donc, ça me fait toujours plaisir de découvrir une nouvelle petite lib, celle-ci s'appelle Sortable.js, c'est comme son nom l'indique, elle permet de trier. Et la doc est très bien faite, donc ça vous montre comment faire une liste simple, une liste partagée, comment cloner les objets. C'est très bien fait. Non seulement vous avez l'exemple ici, vous pouvez voir que là vous pouvez cloner, ça vous dit simplement qu'il suffit de créer une nouvelle instance de Sortable, vous lui passez le array que vous voulez rendre triable, et vous lui passez un objet de configuration. Donc c'est très moderne comme façon de faire. Là ici on devine tout de suite que ça nous permet d'indiquer que l'animation durera 150 millisecondes, j'imagine que c'est des millisecondes, sinon ce serait long. Et puis sinon, la Ghost Class que vous avez envie de voir quand vous déplacez, vous avez vu derrière quand on commence à déplacer, on voit que là, on a une couleur bleutée, ça vous pouvez le contrôler via une classe CSS. Pareillement, si vous voulez faire du glisser-déplacer entre plusieurs éléments, c'est très courant, notamment quand vous avez des tableaux de type Scrum. Il suffirait d'en ajouter un troisième, vous auriez du to-do, doing, je ne sais même plus comment on dit, enfin à faire, en cours et fait. Voilà, ce serait cette logique-là. Vous pouvez voir que c'est très simple. Là, vous avez deux instances de sortable et vous les faites appartenir au même groupe. Et voilà, bon, sinon vous allez voir que c'est très simple. Cloner, ça veut dire que vous avez un item qui existera non seulement à l'endroit source, mais en plus à l'endroit destination. Voilà, faut que je rafraîchisse parce qu'en fait, j'ai joué avec hors caméra. Voilà pour le cloning. Vous avez vu ici, j'ai un item 1 d'une liste qui est en blanc, celle-ci elle est en jaune. Si je drag and drop, vous avez vu qu'elle existe non seulement toujours dans la partie source, mais également dans la partie destination. Vous pouvez aussi disabler le sorting, donc j'ai pas envie ici par exemple qu'on puisse trier, en revanche j'ai envie qu'on puisse glisser déplacer. Voilà, c'est facile, il suffit de mettre un put à false pour ne pas permettre. Bon, c'est très clair, hein. Là on peut avoir une poignée qui permet de tirer uniquement sur cette poignée là, donc cette espèce de double croix. Voilà, je vous laisserai regarder le reste, hein. C'est très bien fait, très bien documenté. Et ça s'appelle Sortable.js. Alors la semaine passée on avait parlé d'une petite lib qui permettait de lire du PDF, et bien là, c'en est une qui vous permet de générer et de créer du PDF. Donc elle pourrait très bien cohabiter sur un projet. Et donc là, vous pouvez voir que... elle est déjà bien populaire, 22 000 étoiles sur GitHub. Et voilà, elle s'appelle JSPDF. Vous avez une petite live démo. Mais sinon, bon, pour l'utilisation, c'est du très classique, soit un npm install de JSPDF, soit un yarn hat si vous préférez yarn, ou bien un CDN qui vous permet également d'installer. Et de là, la chose est simple, vous créez une nouvelle instance de JSPDF, puis là vous pouvez passer soit le texte à transformer en PDF. Alors là, les options ne sont pas toujours très claires. C'est pour ça que je suis vraiment fan quand on a un objet de configuration, parce qu'au moins les clés, clés value, quand vous avez des clés value, les clés vous permettent de savoir au moins ce qui se passe. Donc là, il faut creuser un peu plus dans la doc, même si elle est bien faite, mais voilà, là c'est pas très clair à quoi ça correspond. Là au moins c'est plus clair, voilà, on a ces fameux objets de configuration, on peut voir qu'on a l'orientation, landscape, paysage, les unités, des inches et le format. Donc voilà, c'est bien illustré. Voilà pour les geeks. Et il sommeille souvent un geek en nous. Je repasse un peu en arrière. Vous avez vu, il y a ces lumières qui sont fournies sur des petites lampes, un peu comme celles que vous voyez derrière, sur lesquelles je peux mettre à peu près n'importe quelle couleur. Et donc je ne me rappelle plus de la marque, bon, c'est pas grave. Voilà, ce sont des Philips probablement, puisque ce pont c'est un Philips. Donc c'est des lumières qui s'appellent Hue Lights, et que vous pouvez en fait contrôler grâce à une API JavaScript. Et donc il vous suffira de faire des requêtes HTTP, j'ai failli dire des requêtes Ajax, ça c'est daté. Et donc il vous suffirait d'acheter, si vous avez déjà ces lampes, ce pont, et de le connecter sur votre routeur, et de là vous pourrez faire des requêtes qui sont détaillées ici même.
Bon, finalement, des requêtes, tout ce qu'il y a de plus classique, des requêtes HTTP, alors soit avec Axios, soit avec Fetch. Et là, par exemple, vous pouvez voir que sur l'URL qui pointe vers votre lumière, vous pouvez faire un put vers cette URL, et ce que vous passez en payload, eh bien, ce sera finalement le fait que vous voulez que on soit à true, pour allumer une lumière, et sinon vous la mettriez à false. Bon, il y a une petite vidéo très sympa que j'ai regardée en entier de cet auteur qui vous montre comment faire pour faire la plupart des choses que vous feriez avec ce genre de lampe, comme je vous disais, soit les allumer, soit les éteindre. Il vous détaille le code. Voilà, vous fait une petite requête asynchrone. Et voilà, avec un petit async, un petit await là. Et là, donc, il peut changer. Il teste. Vous avez vu, c'est une petite astuce. Il utilise donc le spread operator et il teste si vous avez une valeur de hue. Il va vous passer en payload la valeur hue qui aura pour la clé hue, pardon, qui aura pour valeur hue. Et donc voilà, celle que vous auriez passée ici, si vous avez une valeur de saturation, eh bien, il vous passera en payload un objet SAT, un objet qui aura une propriété SAT dont la valeur sera la saturation passée là. C'est assez proche de ce que feraient les développeurs React comme astuce. Bon voilà, je vous laisse regarder la chose si ça vous intéresse. Et puis j'ai voulu voir combien pouvait coûter le pont qu'il évoque dans sa vidéo. C'est pas donné. Bon, il y a plus cher forcément, mais bon, c'est autour d'une cinquantaine d'euros. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, si le côté geek qui n'est jamais très loin chez les développeurs est titillé par ce genre de lumière, vous pourrez les contrôler grâce à une API facilement utilisable. Un article de fond qui vous permet vraiment de détailler comment vous pouvez faire pour capturer sur Hacker News. Alors, c'est pas une API officielle, mais bon, l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser des notions avancées de Node.js pour pouvoir surveiller en temps réel des sujets particuliers. Et notamment, on va voir ce qu'ils installent. Voilà. Et ce qu'ils installent, c'est MongoDB. Ça, c'est pour pouvoir interagir. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer depuis Hacker News. C'est Hacker News. Oui. Depuis Hacker News, des posts sur un sujet qui vous intéresse. Et la chose qui est très intéressante, c'est que ça vous permet d'utiliser des API plus bas niveau de Node qui vous permettent de jouer avec les flux. Si vous n'êtes pas familier des flux en Node, alors c'est vraiment la grosse spécificité de Node, parce que souvent, en tant que développeur back, quand on utilise Node, on a tendance à utiliser Express ou Koa, et à ne pas trop utiliser soi-même les flux nativement. Là, c'est une très bonne illustration de la chose. Si vous voulez en apprendre plus, je vous rappelle que j'avais créé un cours il y a déjà quelques années, mais qui reste tout à fait valable, parce que ça, c'est des choses de fond, ça ne change pas toutes les 3 mois, tous les 6 mois, comme les frameworks front. Et donc, je vous explique en détail comment est-ce qu'on utilise les flux. Et vous savez que pour les datas, vous pouvez soit attendre que toutes les données qui vous intéressent soient disponibles, mais bon, parfois, c'est des données qui pèsent des centaines de mégas, comme un film, par exemple. Ou bien vous pouvez bénéficier des flux. Et avec un flux, finalement, c'est comme des petits paquets que vous pouvez intercepter. Donc, vous allez streamer. Streamer, c'est en fait envoyer sous forme de petits paquets un gros fichier. Et à partir de là, vous pouvez commencer déjà à les traiter avant d'avoir reçu l'intégralité du flux. Alors ce qui est génial, c'est que ça vous permet de moins charger la mémoire de votre serveur, puisqu'au lieu d'attendre, je sais pas, si vous avez un film, admettons, je crois de 500 mégaoctets, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tous ces 500 mégaoctets en mémoire, vous pouvez commencer à les traiter morceau par morceau, donc ça occupe également moins d'espace mémoire, mais aussi ça vous permet de commencer plus vite. Et bien pour ça, donc, vous allez vous rendre compte, dans cet exemple très détaillé, vous pouvez utiliser des packages comme NDJSON. Et NDJSON, c'est quelque chose qui vous permet des morceaux de fichiers JSON de pouvoir les traiter avant qu'ils soient arrivés intégralement, sans que vous ayez d'erreur, parce que sinon vous auriez un fichier JSON qui n'aurait pas encore, par exemple, son accolade fermante. Qu'est-ce qui est utilisé d'autre? Request, ça c'est connu également quand vous voulez faire des requêtes sans utiliser forcément d'autres packages comme Axios ou comme utiliser Fetch, puisqu'on est côté serveur Node, vous n'auriez pas accès à Fetch. Sentiment, celle-ci je ne la connaissais pas, je l'ai découvert à l'occasion de cet article. Ça vous permet d'analyser les sentiments en fonction d'adjectifs qui passent dans le texte que vous êtes en train de traiter. Est-ce que c'est des mots à connotation négative, du genre bad, ou moins décevant, pas horrible, terrible, etc. Moi, ça vous sert à ce genre de package, ou au contraire des choses positives. Et il prend en compte également les smileys, est-ce que le smiley est positif, souriant ou négatif. Through to, alors lui il est très important, c'est un package qui vous permet de pouvoir piper des données. Donc c'est ça la force des flux, c'est que vous recevez des données sous forme de flux morceau par morceau, mais vous pouvez ensuite les traiter comme on le fait avec des middleware. Eh bien voilà, c'est tout à fait, on va dire, c'est la logique de through to. Et donc j'étais allé jeter un œil également sur through to, voir si ça avait changé depuis le temps. Alors vous avez vu, c'est très populaire, 21 millions d'installations par jour, c'est pas pour rien. Et donc l'intérêt, c'est que vous pouvez agir sur chacun des morceaux, des chunks
de votre flux qui arrive. Unc, c'est pour le type d'encryption, et le callback, c'est le callback que vous avez envie d'appeler ensuite quand vous avez besoin de l'appeler. Donc là, en l'occurrence, ils montrent un exemple où ils vont changer, eh bien, ils veulent changer la lettre A par la lettre Z. Bon, c'est juste pour illustrer la chose. Donc vous voyez l'intérêt, surtout, c'est que vous avez ce flux. Ici, vous avez un flux, ça c'est FS, c'est le package FS de Node, qui vous permet, le file system, qui vous permet de créer un read stream. Donc c'est un flux en lecture, il va vous le pointer vers quelque chose, ici en l'occurrence vers x.txt, et il va être capable ensuite de lire le fichier, et ensuite vous pouvez le piper. Eh bien finalement, comme on fait avec RxJS par exemple, ou comme on le ferait en Linux, quand vous avez un pipe pour chaîner des commandes, eh bien vous pouvez le piper avec cet opérateur through de cette fonction, et qui reçoit simplement en paramètre ce callback, donc qui vous permet de disposer du chunk, du morceau de données du flux, du type d'encryption et le callback. Donc c'est vraiment, c'est du classique. Hein, mais je me suis rendu compte, au fil des formations que je faisais, aussi bien en entreprise qu'en école, que finalement il y a beaucoup de développeurs back qui utilisent Node depuis des années, mais qui ne sont pas familiers des flux, et c'est vraiment dommage, parce que vous passez à ce moment-là à côté de vraiment ce qui fait la force de Node. Donc voilà, Through-to-Filter, lui c'est un package un peu cousin, puisqu'il vous permet de filtrer comme on le ferait avec du filter sur un array, sauf que là ça permet de bosser sur les flux. Voilà, c'est sentiment, je cherche filter. Filter. Allez, je vais vous le trouver. Filter. Voilà, Through-to-Filter. Le voici. Et donc, lui, il vous permet... Voilà, c'est un wrapper autour de Through2, celui qu'on a vu, et qui vous permet... Voilà, c'est l'équivalent de filter, mais pour les streams. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc vous savez, quand vous utilisez filter sur un tableau, ça vous permet d'exclure certaines ou de garder que certaines choses d'un tableau. Bah là, c'est la même chose avec les flux, plutôt qu'avec les arrays de JavaScript. Et donc vous avez un exemple très détaillé qui vous montre comment utiliser des flux. Je reviens dessus. Et si vous voulez voir, c'est pas si compliqué que ça. Regardez, on a 20 lignes de code. Hein. Bon, enfin, au final, on aura un peu plus. Mais c'est pas bien méchant. Donc tout commence par le fait que vous réclamez le package stream qui vous permet de jouer avec des streams en Node. NDJSON, on a vu que lui, il vous permet de parser des fichiers JSON avant qu'ils soient complètement arrivés, donc c'est parfait pour le contexte des flux. Through2, on en a parlé tout à l'heure, Equals pour faire nos requêtes, Filter pour pouvoir filtrer les données qui arrivent de votre flux, Sentiments pour pouvoir analyser le sentiment, est-ce que c'est plutôt du positif, est-ce que c'est plutôt du négatif, c'est excellent comme idée. Et bon, vous avez des utilitaires, hein, ça aussi c'est du Node classique. Et une pipeline. Alors là, Promesify, c'est un package qui est souvent utilisé, qui nous est fourni par Utile quand on veut transformer des méthodes qui sont basées sur les callbacks et qu'on veut plutôt les utiliser avec des promesses pour que ce soit plus moderne. Mongo Client pour pouvoir se connecter à une base Mongo. Et hop, c'est parti. On a une requête asynchrone, méthode asynchrone, donc on a du async et do wait là. Pour se connecter à Mongo, et vous pouvez utiliser Mongo Atlas, c'est gratuit. De là, vous vous connectez, vous pointez vers une collection spécifique vers laquelle vous voulez sauvegarder les choses qui vous intéressent, que vous surveillez. Hop, voilà, ça c'est pour la partie connexion. Je vous laisserai regarder les choses après plus en détail, mais ça vous permet déjà de débroussailler la chose. Et à partir de là, on peut se créer une petite pipeline qui fait que c'est un peu comme si on avait des middleware finalement qui s'enchaînent, hein, comme en Express. Et là, vous pouvez faire votre requête vers l'API officieuse de Hacker News. Pourtant, ça a l'air officiel avec API.1. Mais bon, d'après l'auteur, elle est officieuse, donc je répète ce qu'il dit, mais en tout cas, l'URL ressemble bien à une URL officielle de Hacker News. Bon, qui vous permet d'en bénéficier sous forme de flux. Et à partir de là, on parse. Alors le strict default, il faudra revoir l'article, je me souviens plus précisément à quoi il correspond, ça a l'air d'être du strict mode. Et là, c'est parti, on filtre. Et donc, quand on filtre, on reçoit à chaque fois chaque morceau du flux. Et de là, vous pouvez, là on voit clairement qu'il est en train de chercher des choses relatives au Bitcoin. S'il ne s'intéresse pas à tout, il filtre pour regarder que ce qui concerne les Bitcoins. Et dans le titre de l'article, voilà, dont le body donc, du chunk contient Bitcoins, ou le titre contient Bitcoin au singulier. Voilà. Et de là, c'est fini. C'est facile, vous avez vu, c'est à peine 20 lignes de code. Mais bon, il faut vraiment être familier des flux pour en tirer le maximum. Et de là, ensuite, si on regarde l'exemple final, où il y aura l'analyse de sentiments, voilà, TextRank. Alors, sentiment, voilà, il crée une nouvelle instance sentiment. Et de là, il va analyser le morceau d'objet, le morceau de flux qui lui arrive. Et là, donc, il peut savoir si c'est du sentiment négatif ou positif. Et donc, il ajoute un score à ces données. Et de là, ça lui donnera quelque chose qui aura cet aspect-là. Donc, il aura le contenu propre qui lui est fourni par Hacker News, et en plus, il aura ajouté un score.
Alors les scores, c'est un peu piégeux, c'est pas de 0 à 10, c'est de -5 à 5, selon que ce soit positif ou négatif. Voilà, je vous laisserai analyser Sentiment, parce que je suis pas un expert sur Sentiment, parce que je l'ai découvert à l'occasion de cet article. Mais vous voyez la logique. Donc voilà, c'est un article de fond si vous voulez jouer avec les flux. Et surtout, n'hésitez pas à regarder mon cours, je me fais de la pub, mais bon, j'étais assez content d'être l'un des seuls auteurs francophones à avoir pensé à se consacrer aux flux, parce que c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais les flux, c'est ce qui fait la puissance de Node. Ne pas connaître les flux, c'est vraiment dommage. C'est passer à côté de ce qui fait la richesse de Node, même si c'est effectivement au quotidien on utilise plus Express, mais pour vraiment, si c'est votre spécialité Node, c'est dommage d'être passé à côté des flux. Allez, concernant Vue, eh bien, il y a ESLint, il y a un plugin officiel ESLint pour Vue, voilà. C'est ça la phrase dans le bon ordre. Donc, voilà, bah, ça vous permet notamment, ce que ça vous dit spécifiquement, ce que ça fait comme chose propre à Vue, voilà. Ça vous permettra, bon, de trouver les erreurs de syntaxe, ça c'est le principe du linter. Ça vous indiquera le mauvais usage des directives Vue, et ça vous indique aussi lorsque vous ne respectez pas les styles de développement propres à Vue. Et concernant Vue, bon, vous savez que j'avais sorti une vidéo sur les nouveautés de Vue 3 qui dure une bonne vidéo d'1 heure qui est disponible ici. J'ai joué récemment avec Ionic et Vue, donc vous savez que Ionic historiquement c'est utilisable avec Angular, et ensuite ça a été utilisable nativement avec React, et maintenant vous pouvez faire des applications hybrides, mobiles hybrides également avec Vue. Et en jouant avec, je me suis rendu compte que Ionic Vue avait déjà été mis à jour pour utiliser Vue 3. Donc c'est parfait. Ils ont été très rapides chez Ionic, ils sont vraiment bons. Et ils le confirment une fois de plus. Alors le reverse geocoding, si je me souviens, le reverse geocoding, qui consiste à partir de coordonnées GPS obtenir une adresse, ça c'est quelque chose qui est très utile si vous faites des applications qui doivent permettre soit de trouver la rue où se trouve je sais pas, un de vos utilisateurs en fonction des coordonnées GPS. Mais l'intérêt de ce package, c'est, bon, et pour l'instant, il a commencé il n'y a pas longtemps, on voit qu'il a que 103 stars. Eh bien, c'est en fait qu'il vous permettra de pouvoir vous en servir, même si vous êtes offline. Parce que il embarque avec lui des données propres aux coordonnées GPS et aux rues qui se trouvent à proximité. Donc c'est ça sa grande force. Donc bon, vous perdriez en précision par rapport au fait de requêter en temps réel une API très riche, mais l'avantage c'est qu'en fait ça peut marcher en mode dégradé quand vous avez pas la possibilité d'être connecté. Pour les développeurs React, eh bien vous avez vu ça c'est les développeurs de Discord qui ont voulu développer la possibilité de pouvoir facilement indiquer où se trouve le focus. Et donc pour pouvoir facilement le styliser. Et donc ça s'appelle React Focus Rings. Focus Rings. Et donc pour l'utiliser, il y a un petit exemple. Vous commencez par mettre le plus haut possible ce Focus Ring Scope en vous appuyant sur les références à l'aide de useref. Et ensuite, bien, pour pouvoir mettre votre focus, vous utiliserez Focus Ring. Donc voilà, si vous avez ce cas d'utilisation, à un moment donné vous avez besoin de fournir ça à vos utilisateurs et que vous êtes développeur React, pensez à Focus Rings. Alors, quand vous avez besoin de pouvoir récupérer plutôt les données qui apparaîtraient par exemple dans une bulle de bande dessinée, à des utilisateurs de liseuses par exemple. Eh bien, en France, c'est moins carré que dans d'autres pays. Par contre, j'ai eu des clients qui travaillaient pour des administrations qui me disaient que si dans l'administration, c'est plus carré. Ils sont obligés de pouvoir rendre les sites web utilisables à des gens qui servent de liseuse, par exemple. Quand je dis liseuse, ça ne veut pas dire un Kindle ou quoi. Ça peut être un périphérique qui permet, par exemple, de lire à haute voix, par exemple, si vous êtes aveugle, le contenu d'un site. Et ouais, j'avoue que le premier, je ne teste pas forcément la chose. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec cet article, vous pouvez voir comment, si à un moment donné vous avez une bulle et du texte dans la bulle, comment faire pour pouvoir récupérer le texte dans la bulle et pouvoir le rendre accessible à des liseuses. Et il vous explique même comment donc créer en SVG la bulle et le texte. Donc c'est un texte très détaillé si vous avez besoin de respecter ces standards. Je sais qu'outre-Atlantique, ils sont beaucoup plus exigeants et carrés. Et vous voulez prendre la bonne habitude, pensez à cet article pour vous aider, pour que les éléments visuels puissent être lus par une liseuse.
Alors, une petite démo qui illustre ce que peut faire en 2D la nouvelle mouture de WebGL, c'est WebGL 2. Il y avait des exemples sympas. View démo. Vous avez vu, ça contourne, les animations là, ça s'arrête sur 2021, elle passe autour. Et la démo 2, voilà, vous avez vu, ça sert à la souris, quand on clique, on passe en mode noir et blanc, enfin, je sais pas comment ça s'appellerait spécifiquement. Je me suis pas servi ce genre de choses. Généralement, j'utilise des petits frameworks quand j'ai besoin de jouer sur des animations, des collisions, des choses comme Phaser, mais bon, pour ceux qui doivent vraiment servir de choses plus bas niveau en utilisant directement WebGL, eh bien, vous aurez cet exemple et le code source utilisable dans le contexte d'un Canva. Là, c'est vraiment très spécialisé pour ceux que moi je n'en ai pas eu l'usage, mais donc ceux qui se servent de WebGL seront sans doute heureux de découvrir ce tutoriel dédié à WebGL 2. Là, en revanche, avec Dexy, j'ai été un utilisateur, tout simplement parce que IndexDB a une API qui est vraiment pas intuitive. Donc voilà, j'avais utilisé Dexy dans le passé. Donc si vous voulez également vous y mettre, vous allez vous rendre compte que, en plus, il y a un exemple très concret. C'est une appli qui permet de saisir des notes, puis ensuite de les voir soit par ordre chronologique, soit dans un ordre aléatoire. Et vous pouvez vraiment vous rendre compte que Dexy vous facilitera grandement la tâche, parce qu'avec IndexDB, vous êtes obligé vous-même de gérer des transactions, je cherchais le mot, des transactions. Et alors que là, tout ça est géré pour vous par Dexy, donc c'est lui-même qui va se charger de créer des transactions en tâche de fond, puis de faire en sorte que les choses se passent bien dans le contexte d'une transaction. Donc vous n'avez plus qu'à faire du code assez simple, vous réclamez Dexy, puis ensuite vous créez une database qui hérite de Dexy, et vous créez ensuite les différentes fonctions qui vous permettent de faire du CRUD. Et ensuite, tout se passe très simplement. Là, vous déclarez finalement la structure de votre base, vous déclarez que vos notes, parce qu'on a vu que c'est une application de création de notes, elle aura comme ID, elle aura une clé primaire auto-increment et également du timestamp pour pouvoir trier chronologiquement. Et donc vous créez cette table notes, et ensuite pour faire une requête, là on appelle super Dexy, donc c'est le parent avec super, et de là, je cherchais un exemple où on a fait du CRUD, voilà, vous voulez ajouter des choses, là il suffit, lorsque vous avez votre collection, parce que c'est une base de SQL, d'utiliser add, et vous passez un objet avec le texte que vous avez envie, vous le récupérerez d'un champ texte ou d'un texte area, et le timestamp, vous le générez à la volée avec une new date. Donc c'est très simple, alors qu'avec IndexDB, il aurait fallu vous-même créer c'est pas possible, j'ai oublié le nom encore, une transaction. Ça repose également sur les promesses, donc de l'utilisation de then ici. Bon, ce sur quoi insiste bien l'auteur, c'est le fait que c'est quand même bien de passer un peu de temps à vous pencher sur un XDB, même si vous allez utiliser Dexy par la suite, parce que finalement c'est une surcouche qui vous facilite la vie, mais c'est quand même bien de comprendre ce qui se passe au-dessous. Et enfin, voilà ces petits exemples que je vais vous montrer. Après, ça devient très facile de chaîner des fonctions. Vous avez vos notes, vous pouvez les ordonner par exemple par timestamp. Si vous voulez qu'elles soient de la moins récente à la plus récente ou plus récente à la moins récente, vous faites un reverse. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Puis après, vous pouvez le convertir en array. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vous pouvez faire des where. Vous pouvez chercher où le timestamp est supérieur à 1 heure. Et 1 heure, c'est quoi? C'est le temps de maintenant par... Ça vous donne des minutes, ça vous donne des heures. Ça vous convertit en millisecondes. Donc voilà, vous pouvez ensuite chercher ce qui a été fait il y a 1 heure. Et trier par, et inverser, et limiter. Voilà, pour faire du limite, si vous voulez que 5 résultats. Bon voilà, c'est vraiment... si vous avez eu, je ne serais pas tenté de dire le malheur d'utiliser DexDB en direct, vous avez dû souffrir, avec Dex.js, c'est extrêmement plus simple. Et en commentaire, il y avait l'auteur de cette librairie, iSpace, qui indiquait que son produit existait. Donc voilà, j'aurais pu percute la chose. C'est pas très populaire encore, mais bon, sait-on jamais. Souvenez-vous, pour en boucler avec la première news, vous avez vu les extensions Chrome, ça continue à rester très populaire. J'ai une playlist qui vous permet d'apprendre à en faire vous-même. Pour Vue, si vous voulez monter en compétence sur Vue 3, c'est prévu aussi. Si vous voulez monter en compétence sur Angular, pensez à la vidéo que j'avais faite sur Angular 10 d'1 h 30, présente ici également. Et si c'est React ou si vous intéresse, pareillement, il y a une playlist donc, qui est très peu vue par rapport à Angular et Vue. C'est dommage, parce que React, quand même, ça reste les trois mousquetaires, Angular, même Angular, puis React, puis Vue.
Un petit like si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, la nuit tombe. Donc il est temps que j'y aille. À bientôt.